Parmi les engrenages les plus pernicieux qui engagent la vie du citadin dans une sorte de fatalité, l'automobile. À cause d'elle, chaque jour à heure fixe, la société française s'immobilise dans des embouteillages empestés au gaz d'échappement. C'est le moment où tout le monde accuse tout le monde. Oui, vraiment, c'est une nécessité, parce que sinon je prendrai le métro. C'est pas de problème. Mais il prend tout de même sa voiture. Premier accusé, les transports publics. Principaux griefs, l'inconfort, la vétusté, la lenteur. Moi, je vais régulièrement à Londres, je vais tous les 15 jours à Londres, puisque ma société est une société anglaise. Si vous vous promenez à Londres, soit par le métro, soit par les autobus, vous avez des moyens de transport extrêmement commodes pour aller d'un point à un autre de Londres, qui est une ville 4 fois plus grande que Paris. C'est un cercle vicieux. Le citadin est obligé de s'exiler en banlieue. Les transports y font défaut ou sont peu pratiques. On préfère l'embouteillage à l'entassement dans le métro ou le bus. Quelques heures après, tout est oublié jusqu'au lendemain. Le lendemain, c'est soudain l'essence qui manque ou qui augmente. Le Français s'inquiète devant ces images de ses voisins. Des villes désertes le dimanche. Lui roule tout de même. 120 à l'heure sur l'autoroute. C'est le dernier bastion de la liberté à 4 roues. Mais si l'automobiliste veut bien faire son examen de conscience... C'est pas un plaisir de conduire? Non. Non. Pas du tout. Avec l'augmentation du prix de l'essence et la vignette et tout le reste, vraiment non. En fait, l'auto lui coûte environ le quart de son budget annuel et ce chiffre va augmenter avec le prix du carburant. Et vous n'avez pas pensé au fait que quand par exemple vous roulez, vous avez 3 places inemployées dans votre voiture? Ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je peux absolument rien y faire, malheureusement. Il consomme tout de même 3 fois plus qu'il ne devrait, sauf si, la pénurie aidant, il se met à réfléchir. On est un peu des fanats de la voiture, on aime bien aller à notre travail en voiture, c'est plus pratique. On part de chez nous et on revient chez nous sans avoir de marche à pied à faire, du moins trop nombreuse. Et on a trouvé un système. Ah, je m'excuse, il y a mon camarade qui arrive. Ce système, employé par les Américains, c'est le carpool. Ces 3 hommes habitent la banlieue ouest. Chaque matin, l'un des 3 prend sa voiture pour emmener les 2 autres. Ils travaillent tous 3 dans la même entreprise. Avantage pour eux, économie d'essence, d'usure de leur véhicule et amitié. Imaginons ce système généralisé. Moins de pollution, moins d'encombrement. C'est vraiment très pratique. Est-ce que vous ne trouvez pas ça tout de même un peu astreignant? De partir à plusieurs? Oui. Bah si, évidemment ça pose des problèmes quand on a un petit retard, quand un est malade. Et surtout ça poserait un problème si on avait un malade dans sa famille et qu'on soit obligé de partir dans la journée, évidemment. Enfin, il faut bien... On en tire beaucoup d'avantages, alors il faut bien en avoir également les conséquences. L'auto pollue. C'est un moyen de transport urbain inefficace, dangereux pour le corps et pour l'esprit. À toutes ces raisons, le conducteur oppose l'innocence du citoyen à qui l'on a donné un objet coûteux auquel il s'est attaché et que l'on voudrait maintenant lui retirer. Alors, qui doit évoluer? La voiture? Pas encore. Les constructeurs ne sont pas prêts. C'est donc le conducteur. La mise en commun du véhicule peut être une solution raisonnable, avant que des solutions imposées cette fois ne rendent la pilule beaucoup plus amère. Allez, à ce soir. Au revoir. Salut. L'histoire d'hier devait arriver un jour ou l'autre. Les voitures sont toujours... Il y a des voitures particulières qui stationnent sur les stations de taxi. Nous, on paye notre stationnement. Quand on arrive, on est obligé de se mettre en double fil. Quand on est en double fil, un quart de flic passe. Dès qu'il est passé, il nous aligne. L'autre, il est là, on ne l'aligne pas. Bon, hier, il y a un gars qui s'est fait tuer, c'est malheureux. Mais enfin, maintenant, il faut faire quelque chose. Il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres tant que c'est comme ça. Hein. Combien gagnez-vous par mois? Bon, vous savez, ça varie suivant les mois. En ce moment, on ne peut pas dire que c'est tellement gros. Il faut compter à peu près 130 150 000 avec les pourboires. Pour combien d'heures de travail? Disons qu'il faut faire les 10 heures, et 10 heures par jour et 6 jours par semaine. Hein. La préfecture de police veut supprimer le certificat de capacité pour trouver plus de chauffeurs, parce qu'il y en a de moins en moins. Les vrais chauffeurs de taxi abandonnent la profession. Actuellement, le chauffeur de taxi ne gagne plus sa vie et il est embêté par la circulation tous les jours. Tous les jours, on n'en peut plus. 10 heures au volant d'une voiture, on ne peut plus le faire.
Vous êtes propriétaire de votre taxi? Non, monsieur, je suis actionnaire dans une société. C'est-à-dire, ça consiste en quoi? Bien, la voiture est à moi, mais le numéro est à moi, mais je donne un temps à la société qui gère un petit peu tout. Et lorsque vous avez réglé tous ces détails, il vous reste combien par mois? Ben, ça dépend des mois. Ils avancent, oui, non. En moyenne, à peu près 1500 à 2000 francs par mois. Et quels sont les inconvénients du métier? Ah, les inconvénients, ben, la circulation. Et Dieu sait si elle est grande. Et il y a aussi les ennuis que l'on peut avoir la nuit, surtout. Enfin, la nuit ou le jour. Est-ce que vous avez des solutions à préconiser? Je crois qu'il n'y a que la vitre. Et puis, je crois que si j'étais bricoleur, je ferais un système d'ouverture et de fermeture automatique des portes commandées par le chauffeur. Oh bah, l'histoire des agressions, moi je pense il y a un truc qui serait valable, et c'est le seul truc à mon avis qui serait valable, c'est pas la glace anti-agression, etc. C'est qu'on devrait avoir en plus sur nos luminolets de lampes de tarif, une lampe que l'on pourrait allumer à volonté. Et quand un quart de flic nous verrait avec cette lampe allumée, nous arrêter de demander les papiers des clients. Là, dès qu'il y a un doute, on pourrait allumer cette lampe. Actuellement, on ne peut rien faire. Alors, je suis chauffeur taxi salarié depuis 7 ans, je fais ce métier. C'est bien, mais ça a les inconvénients, c'est la circulation. La circulation, les gens et les tarifs. Combien gagnez-vous par mois? 170 000 anciens, bien sûr. Et vous travaillez combien d'heures? 10 heures. Est-ce que le fait que vous soyez une femme pose des problèmes particuliers de sécurité, notamment? Oui, surtout la nuit. Vous avez été agressée? Disons que j'ai emmené des clients un soir à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, et j'ai été agressée, non. Ils ne voulaient pas me payer, j'ai réussi à les emmener au commissariat de police, ça a fini comme ça. Et depuis, vous ne faites plus la nuit? Non, je ne fais plus la nuit du tout. Qu'est-ce que vous préconisez en matière de sécurité pour les taxis, et notamment pour les femmes chauffeurs de taxi? Des bons. Je crois que le mieux, ce serait qu'on ait des tickets. Les gens, au moins, ne chercheraient pas à prendre ça. Ils ne pourraient rien en faire. Qu'une arme à feu, c'est pas possible, vu que on se ferait attaquer pour nous prendre l'arme, alors ce serait pas la peine. Au centre du conflit qui oppose ce village de Bourgogne à l'administration centrale, le sort des halles du XVIIe siècle. Question, faut-il les détruire ou les rénover? Il fait trop froid dans le nez rouge, ça ne va plus. En fait, la querelle remonte à plusieurs années. En 1963, la municipalité organise un référendum à l'échelon local. La majorité des habitants de Vito se prononce en faveur de la démolition. Mais André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, craint un précédent. Il classe immédiatement ces halles monument historique. Désormais, il est impossible d'y toucher. Aujourd'hui, la querelle rebondit. La municipalité de Vito a demandé officiellement il y a 8 mois le déclassement des halles, sans réponse jusqu'à présent du ministère des Affaires culturelles. Maires et conseillers municipaux donnent leur démission. Il est absolument aberrant de penser qu'une collectivité locale de 1079 habitants puisse arriver à entreprendre des réparations sur un édifice, sur un bâtiment aussi laid qu'inutile tel que celui idéal, et d'y consacrer une large partie de son budget. Par contre, j'attends toujours de l'administration l'étude d'une station d'épuration qui est absolument indispensable. J'attends la construction d'une maison de retraite. Nous attendons la mise en place d'un centre de secours, et tout ça est absolument indispensable pour la collectivité. Mais est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression de brader un peu le patrimoine de Vito? Oh ben ça, écoutez, non. J'ai un passé de 20 ans derrière moi ici à Vito. Je n'ai pas conscience d'avoir bradé. Maintenant, ce que je regrette une fois encore, c'est qu'on saupoudre tout ce qui est vieillot de quelques crédits, alors que nous avons en France, et ici dans cette région particulièrement riche, tout un patrimoine à conserver, à sauvegarder. Alors là, si vous le permettez, il est absolument indispensable en la matière de savoir faire la part du feu. Aujourd'hui, plus que jamais, plus qu'il y a 10 ans en tout cas, la population est favorable à la démolition des halles, car pour le devis de rénovation, certains avancent sérieusement le chiffre de 1 million de francs et 25% des frais incomberaient à la commune. Il reste cependant à Vito quelques irréductibles du maintien des halles. Si vous commencez par les halles,
Il y a ensuite la maison du pharmacien. Il y a la mienne du XIIIe siècle. Et vous avez ici ou là toujours une jolie fenêtre, un balcon. Vous avez des maisons à colombage. Vous avez ce cœur de la cité qui est absolument unique et qui forme un ensemble cohérent. Il faut que tout reste ensemble. Enfin, quand vous voyez les Halles actuellement, vous trouvez que c'est un monument qui vaut la peine d'être sauvé? C'est-à-dire qu'il a un intérêt documentaire. Ce sont les seules halles fermées de France. C'est dans un état pitoyable, actuellement. Oh, c'est dans un état pitoyable, je suis bien d'accord. Et vous pensez quand même que ça vaut la peine? Je pense que ça vaut la peine. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de mener un combat d'arrière-garde un peu? Pas tellement. Évidemment, pour les Halles, il aurait fallu s'y prendre beaucoup plus tôt. C'est peut-être trop tard, c'est vrai. Trop tard ou pas, ce qui est certain, c'est que les Halles représentent aujourd'hui un danger public. Elles menacent de s'écrouler au passage de chaque camion, et la chaussée de la Nationale 5 est trop étroite pour permettre tout croisement de poids lourds. On a parlé d'une déviation, elle serait, tout le monde en convient, catastrophique pour le commerce local. Reste donc la solution de la démolition. Encore faut-il attendre l'aval du ministère des Affaires culturelles, qui n'a proposé jusqu'ici que l'installation de garde-roues qui empiéteraient de 43 cm supplémentaires sur la chaussée. En fin de compte, une question reste posée. Si l'on peut déclasser des monuments historiques, à quoi cela sert-il de les avoir classés un jour? Une rue de Jérusalem le jour des élections. Les Israéliens viennent de voter, non pas socialiste ou Agudat ou Raqqa, mais pour ou contre le retrait des territoires occupés en échange de la paix. Pour, ils ont voté travailliste. Contre, ils ont voté Likoud. Alors en pleine rue, devant une carte et avec un stylo feutre, la question: qu'êtes-vous prêt à négocier? Tracer les frontières d'Israël. Maintenant, ici, on est obligé de les garder parce qu'on n'a pas de frontières sûres. Ici, on est obligé de les garder. Ici, on est obligé de les garder. Ici aussi. La navigation, ça doit être plus comme ça. De Ersilia, il y a 12 km à la frontière d'avant. Alors il faut supprimer tout ça, il faut la supprimer. On peut laisser les Arabes habiter là-bas, mais la frontière sera ici. Est-ce que vous pensez qu'il faut en laisser plus éventuellement si on arrive à un accord de paix avec les Arabes? En laisser plus? Eh ben non, alors, c'est vraiment exagéré, quoi, Plutôt franchement. moins. Plutôt moins, oui, bien sûr, on veut voir que Israël puisse vivre avec des frontières sûres, quoi. Je trouve que ce seront les frontières d'abord par le canal de Suez, jusqu'à là, tout ça pour nous, tout ça, y compris ça, et jusqu'à Damas et jusqu'à Caire pour les tenir à la gorge. Je comprends rien de la géographie, mais ce que nous voulons dire, c'est que nous voulons avoir des frontières sûres pour vivre ensemble, même avec tout le monde, avec les Arabes. À partir du moment où les frontières sont des frontières comme en Europe ou dans n'importe quel pays, c'est-à-dire des frontières qui ressembleraient à la frontière franco-suisse ou franco-belge, il n'y a pas de raison que la frontière passe ici ou là ou plus bas. C'est une question de négociation. Le canal de Suez. Et de l'autre côté, l'Égypte. Les Israéliens s'entraînent, un bazooka russe récupéré. Un drôle de cessez-le-feu. Chaque jour, il y a des morts et des blessés par les obus égyptiens. Et là, en pleine Égypte, une yashiva, un bâtiment d'un camp militaire égyptien où les soldats juifs étudient la Torah et la Bible. Sur les murs du bâtiment, écrit en arabe autrefois par les Égyptiens,
bienvenue, et Allahu Akbar, Dieu est grand. Le rabbin, aumônier militaire, capitaine et parachutiste. Pourquoi une yeshiva ici, de l'autre côté du canal? Nous croyons tous que l'étude de la Torah, l'étude de la Bible, de nos traditions, est une part importante de la force de la nation juive en Israël et dans le monde entier. Et pendant que nous nous battons contre l'ennemi qui essaie de détruire notre pays, de tuer notre nation, nous devons, au cœur des combats, étudier nos traditions, notre Bible. Et la meilleure place pour le faire, c'est au milieu des combats, sur le champ de bataille, ici, sur la rive ouest du canal. Faut-il évacuer les territoires occupés? Il y a deux sortes de territoires occupés, la rive ouest du Jourdain et la rive ouest du canal. La rive ouest du Jourdain est simplement une partie de la terre d'Israël promise à notre peuple par Dieu il y a 3000 ans. C'est écrit dans la Bible et nous sommes revenus sur notre terre. La rive ouest du canal de Suez est une partie de l'Égypte. Nous sommes ici juste pour un petit moment dans l'intention de forcer les Égyptiens à accepter de faire la paix avec nous. À la minute où ils seront prêts à faire la paix, nous leur rendrons leur terre et nous retournerons de l'autre côté du canal, notre terre. Et le Sinaï? Si on connaît l'histoire, tout le monde sait que le Sinaï n'appartenait pas à l'Égypte avant 1903, date à laquelle les Britanniques le donnèrent à l'Égypte pour des raisons politiques. L'Égypte a eu son indépendance, elle n'utilise le Sinaï que dans un seul but, pour avoir une plateforme pour envahir et détruire Israël. Les Égyptiens ne l'ont pas gardé pour d'autres raisons. Le Sinaï appartient à l'Asie, l'Égypte à l'Afrique. Quant à Genève, je vais vous dire la vérité. Je ne crois pas aux paroles, mais aux actes. Et ce que je vois ici, c'est que, alors qu'on parle à Genève, les Égyptiens tirent. Je ne crois pas que les Égyptiens acceptent de faire la paix si tôt. Je suis sûr que cela viendra, mais ils doivent d'abord recevoir quelques leçons. Quand ils les auront reçues, la paix viendra. Le Likoud, la droite, pense à peu près ainsi, et une grande majorité du parti religieux. Dans le Sinaï, les Israéliens enlèvent les dernières épaves de la guerre et constituent des brigades entières avec les chars soviétiques pris aux Arabes. Si l'on pose aux Israéliens la question générale, céderiez-vous des territoires pour aboutir à la paix? 61% sont prêts à en céder une bonne partie. Mais si l'on ajoute, par exemple, Gaza, ils ne sont plus que 34%. Le Golan, 7% seulement sont d'accord. Jérusalem, personne. Il n'y a guère que le Sinaï, ce désert champ de bataille. Mais pas Sharm el-Sheikh. 91% des Israéliens s'y opposent. Mais peut-être que sous certaines conditions, les socialistes... Avant de dessiner n'importe quelle ligne, il faut savoir quel genre de la paix que nous avons à voir. Je dirais en général que le plus fort la paix, le plus substantiel la paix, le moins important devient les frontières. Alors Israël reconnaissait par les Arabes, par l'Égypte, par la Jordanie, par les Palestiniens qui habitent ici et là. Et Israël qui reconnaissait de facto, peut-être de jure, qui avait établi des relations d'abord diplomatiques, ensuite commerciales, ensuite touristiques avec l'Égypte. Toute cette région, toutes les régions d'où nous reculons, démilitarisées, n'est-ce pas, contrôlées par un contrôle joint, israélo-arabe, israélo-égyptien, israélo-jordanien là-bas, pas seulement les grandes puissances, pas seulement l'ONU, mais nous et les Arabes ensemble, contrôlant ça. Alors à ce moment-là, je dirais, si vous voulez, je rentre là, avec peut-être avec une correction ici pour des bases aériennes et aussi quelque chose ici aussi. Cette petite correction là-bas, je rentre là-bas. Pour tout cet arrangement qui comprend tous les éléments dont j'ai parlé,
Si vous obtenez une paix totale avec les Arabes, vous retournez aux frontières de 48. Dans la possibilité d'une paix véritable, je dirais qu'avec quelques corrections là et là, et quelques corrections, non, sur le Golan je ne disais pas, quelques corrections sur le Golan, c'est-à-dire je veux rester sur les hauteurs, mais pas dans la profondeur, pour une paix véritable qui reste sur tous ces arrangements, je dirais oui. Le long du Jourdain. Avant 67, ce territoire était jordanien. Pour les Arabes toutefois, la frontière reste ouverte. Ils peuvent aller à Amman et revenir par 2 ponts. Seulement en Cisjordanie, les Israéliens ont installé des Nahal, des kibboutz militaires. Et ces Nahal sont devenus des kibboutz tout court. Une ville à Hébron a été construite, parce qu'Abraham, Isaac, Jacob y ont leur sépulture. Dans un de ces kibboutz qui domine la vallée du Jourdain. Nous sommes ici, c'est-à-dire en Cisjordanie, en territoire occupé. Et c'est là où vous habitez. Vous avez installé un moshav. Est-ce que vous êtes prêt à partir? Non. Non, on n'est pas d'accord de partir. On est même pour rester, même s'il le faut de force. Moi, personnellement, il sera difficile de me faire changer de place. Voilà. Vous estimez que ce territoire-là vous appartient? J'estime, je suis sûr que ce territoire-là m'appartient. Ouais, à mes ancêtres et puis à moi aujourd'hui. Quel est votre objectif? C'est-à-dire? Plus tard, comment voyez-vous Ah, oh, ouais, je comprends. Je vois ça prochainement, c'est-à-dire plus tard, même assez prochainement, dans 10 ans, avec la quantité de moshav qui seront bâtis ou bien qui ont été bâtis. On pourra plus tard faire un centre commercial, centre éducatif, et puis ensuite commencer à bâtir cette ville qui a été comme dans le temps, c'est comme ça qu'on a commencé Tel Aviv, Jérusalem et puis tout le reste. Je vois aussi une possibilité. C'est tout à fait possible. Vous êtes pour ce qu'on appelle le Grand Israël. Exactement. Est-ce que tel qu'il est ici, dans les lignes 67, il est tel que vous le pensez, ou doit-il être encore plus grand? Non, il est plus grand, puis la carte ne suffit pas. Puis je comprends pas, même on ne peut pas se permettre de leur rendre ou bien de leur rendre, c'est pour vous aider à vous, c'est pas leur rendre, ça nous appartient. De leur donner la Jordanie à partir du moment où je me base et où je mets le peuple d'Israël en danger. En danger, où demain ou après-demain, tout d'un coup, les Arabes décideront, ben non, encore ce morceau-là nous appartient aussi. Puis ça nous appartient aussi. Puis ça aussi. En fait, quand on se trouvera dans la mer. Vous ne croyez pas à la sincérité des Arabes qui veulent faire la paix, ou bien vous pensez qu'Israël doit être plus grand pour accueillir les Juifs du monde entier? Qu'Israël doit être plus grand pour accueillir les Juifs du monde entier, premièrement. Vous le pensez? Oui, premièrement. Deuxièmement, question bitachon, comment on dit ça en français? Défense du pays. Sécurité. Sécurité, exactement. Sécurité, eh ben, je serai tout simplement plus sûr pour moi, pour mes enfants, pour tout le peuple d'Israël, sur des frontières beaucoup plus larges que sur des frontières tellement étroites. Évidemment, ces gens sont des pionniers, des durs. Ils font la conquête de l'Ouest avec pour droit la Bible et pour justification son historicité. Seulement au gouvernement israélien qui dit que tout est négociable, la présence de ces kibbutzim apporte un démenti par une implantation solide en territoire occupé. Et des villages comme Argaman, il y en a plusieurs en Cisjordanie. Pourtant, et c'est un témoignage important, voici ce qu'en pense un camarade de combat de Ben Gourion et Golda Meir. J'ai beaucoup de sentiments et d'attachement aux garçons d'Argaman comme d'autres villages qui ont été créés dans ce territoire, dans l'autre. Mais je crois que, j'espère aussi que de même qu'il y a des villages arabes en Israël, il pourrait y rester, rien n'empêche qu'il reste des Israéliens, éventuellement même si nous rendons ces territoires en territoire arabe. Mais si je le choix entre la guerre et la paix telle que je la conçois, je crois que moi et beaucoup d'Israéliens
vont préférer la paix, même si nous devons sacrifier un ou deux points où nous avons investi beaucoup de notre travail et beaucoup d'argent, évidemment, pour rendre fertile une terre complètement déserte. Même si, historiquement, des gens ici en Israël estiment que cette Cisjordanie leur appartient de droit. Oui, si vous voulez, historiquement, tout nous appartient de droit, comme les Arabes pourraient prétendre que tout leur appartient. Mais déjà, autrefois, en 1947, et puis en 1948, nous avons renoncé à une partie de ces territoires pour différentes raisons et surtout pour obtenir ce que nous avons rêvé être une paix. Alors je ne vois pas pourquoi un territoire densément peuplé d'Arabes et qui serait pour nous un problème difficile au point de vue de la société, pourquoi il ne pourrait pas être rendu aux Arabes d'une façon ou d'une autre, à condition que cela ne représente pas un danger pour nous au point de vue de la sécurité. Telles sont les réalités israéliennes issues de la guerre et des élections. La gauche, prête à faire des concessions importantes, soutenue dans cette idée par un plus grand nombre d'Israéliens qu'avant le Kippour. C'est peut-être là la victoire de Sadat, qui a pourtant perdu la guerre. Mais la paix que veut la gauche est une paix totale, comme celle de l'Europe, avec des liens, un marché commun. Et puis il y a la droite, avec le Likoud qui ne veut rien céder et le parti religieux qui garderait bien tout. Mais de toute façon, les uns comme les autres, dans leur grande majorité, ne croient pas à la sincérité du désir de paix arabe. Alors, à Genève, on va négocier le plus facile, ce qui ne présente pas de danger pour Israël, le Sinaï. Les Israéliens se retireraient de la poche égyptienne en échange de l'officialisation par le Caire de son désir de paix. Et puis, les Israéliens se retireraient jusqu'à la ligne des cols en échange de l'évacuation des armes lourdes égyptiennes qui sont dans le Sinaï. Le Caire pourrait rouvrir le canal et on se regarderait. On testerait la volonté de paix des uns et des autres. On se rassurerait. 1 an, 2 ans. Alors, les Israéliens envisageraient un deuxième retrait. Et c'est le maximum qui puisse être espéré. Pour le gouvernement israélien, la marge est étroite. L'opinion publique lui est tout juste favorable. L'évacuation de territoires enlevés par 2 guerres gagnées ne s'échangera que contre une paix totale. À Jérusalem, on attend des Arabes qu'ils donnent des gages. Pourtant, si tout le monde veut la paix, très peu y croient.